Dans la 3e édition de 1948 de l'Histoire du cinéma de Maurice Bardèche et Robert Brasillac, quelques pages étaient consacrées à l'analyse du film d'Orson Welles de 1941, Citizen Kane, texte intégral. Mais la grande découverte, le film qui apporte le plus de lumière, le plus de leçons immédiatement accessibles, c'est certainement Citizen Kane, le premier film que nous ayons pu voir d'Orson Welles. Ici, tout est bouleversé, tout est nouveau. Dans l'histoire de l'expression au cinéma, dans l'histoire du style du cinéma, Citizen Kane est une date comme si Personnages en quête d'auteur fut une date dans la technique du théâtre. Disons-le d'abord, il y a dans Orson Welles quelque chose du tempérament de Pirandello. Il a la même manière de refuser toute tradition, de remonter à l'enfance de l'art. Comme lui, il ne s'occupe pas de ce qu'on a fait avant lui. Il ne le sait pas. Comme lui, il prend son bien partout. Il saute par-dessus 15 ans de cinéma. Il revient à l'avant-garde. Pour ceux qui ont aimé passionnellement les films audacieux qu'on faisait en 1928, Citizen Kane est le premier film qu'on ait fait depuis ce temps-là. C'est le réveil de la Belle au bois dormant. Il y a tout dans ce film. Les expériences des films allemands de 1928, l'instinct photographique de Man Ray ou de Louis Buñuel, les premiers jeux du son et de la caméra, et en plus, une chose qu'on n'avait jamais vue, une influence extraordinaire, constante du magazine américain sur le découpage du film. Pour la première fois, on a l'impression que le cinéma est un art moderne, et que cette œuvre monstrueuse ne pouvait naître qu'en un seul endroit du monde, quelque part entre San Francisco et New York, au milieu du XXe siècle. Avec ce découpage syncopé, ces images brutales, sensationnelles, juxtaposées avec violence, on a l'impression de la transposition en jazz d'un morceau de musique classique. Il y a 15 ans, je ne sais plus quel metteur en scène avait réalisé dans Thomas Garner une biographie semblable qui se déroulait par morceaux, par grands pans de souvenirs sagement ordonnés, pendant qu'on assistait à l'office mortuaire du personnage. Imaginez Thomas Garner repensé par un fou qui aurait du génie. Vous avez Citizen Kane. La biographie devient un reportage, le souvenir devient publicité. Ce qui était en sentiment, en récit, s'inscrit en images, en scènes violentes. C'est une vie d'homme public, vue par un journaliste américain ou par un Américain moyen, intoxiqué de journalisme, ce qui revient au même. C'est une transposition saisissante du monde moderne, de l'optique moderne, de la déformation moderne de l'histoire. Cet homme n'a plus de vie, sa vie appartient au public, aux magazines, aux photographies de première page, aux interviews. On ne revoit de lui que des coupures de presse. Cette image maudite est effrayante, elle est tout notre temps. L'homme est orgueilleux, brutal, raidi par le défi. Tout ce film est un cri, mais dans lequel il y a du désespoir. Cette vitalité puissante, il la jette en travers du vacarme américain, des rues grouillantes d'autobus, des buildings à 60 étages. Il tient le pari de couvrir de sa voix cette voix formidable de la bête déchaînée. À bout de bras, comme un athlète qui soulèverait un fardeau colossal, il tient soulevé le poids immense de ces millions de regards posés sur lui, le poids immense de ces millions d'opinions qu'il faut dériver si l'on ne veut pas qu'elles vous écrasent. Ce drame moderne se termine par une défaite digne du combat. Dans son château immense du Xanadu, pareil à une cathédrale, avec des silences de musée et d'horribles dimensions royales, le vieil homme savoure seul sa grandeur et son échec. Il vit dans ce palais sonore comme Nabuchodonosor vivait. C'est sa manière à lui d'être seul, c'est sa manière d'être vaincu. Mais ce n'est pas seulement le sens de cette vie, car pour finir, et c'est là peut-être l'habileté suprême d'Orson Welles, c'est là où il est grand créateur. Il se trouve que cet homme dévoré par l'Amérique, dévoré par la fortune et la puissance, par la brutalité de la fortune et de la puissance, avait un secret. Ce secret, il est infiniment beau, infiniment touchant. On le cherche pendant toute la durée du film. C'est le mot qu'il a prononcé en mourant, que personne ne comprend, et qui était, on s'en aperçoit à la dernière image, le nom inscrit sur le traîneau qu'on lui enleva quand il était petit garçon pour le mener à des écoles et en faire un homme puissant, un homme riche. C'est le mot qui résume toute sa vie et qui en donne enfin la clé. Cet homme monstrueux, cet affairiste dur et égoïste, ce politicien traqué par la publicité, orgueilleux, idolâtré, photographié, et qui finalement n'avait pas réussi à avoir une vie à lui, une vie pour lui, son secret,
c'est qu'il n'avait pas eu d'enfance, il n'avait pas joué dans la neige avec de petits camarades, on lui avait pris son traîneau et ses images et ses boules de neige. Il avait été écrasé tout de suite par ses paquets d'actions et par ses mines d'or. Ce secret, dévoilé par le dernier mot, met tout d'un coup une âme d'enfant, la fraîcheur d'une âme vraie, d'une absence vraie dans ces pages de magazine. Et pour la première fois, nous avons au cinéma la sensation que le cinéma a créé un personnage, qu'il est sorti enfin par des moyens qui n'appartiennent qu'à lui de son destin d'art mineur, de son destin d'art d'adaptation. Et certes, il ne manquera pas de gens pour faire des objections à cette manière audacieuse et autoritaire, ce découpage heurté, violent, cette façon symbolique et elliptique de raconter, cette mise en page puissante, vulgaire, indiscrète, ce journalisme trépidant, ce bagout de camelot. On comprend que cela choque et même que cela éloigne bien des gens. Il faut peut-être habiter dans une quelconque 227e rue, à 45 minutes de métro de Manhattan, pour pouvoir supporter ce rythme barbare. La personnalité d'Orson Welles n'est pas de celle qu'on admet facilement. Elle est dynamique et encombrante, elle est partout. Elle impose à chaque détail, à chaque scène, une perception brutale et directe de la réalité qui renverse toutes les conventions. Orson Welles est là et regarde. Orson Welles est là et écoute. Il écoute le silence. Il perçoit la qualité sonore d'une grande salle de bibliothèque, majestueuse et vide. Il en saisit la qualité lumineuse. Devant lui, la réalité est souveraine, elle dicte. Il semble qu'avant lui, on n'ait jamais su écouter ni voir. La caméra, c'est lui. Si jamais, quelque part, on a su donner une forme à ces théories de Dziga Vertov, qui voulait que la caméra ne fût qu'un œil destiné à surprendre l'aspect immédiat, monstrueux et oublier des choses, c'est dans ce film étonnant, où l'appareil de prise de vue a l'air d'un monstre enregistreur, tantôt blotti sous une table, tantôt suspendu au plafond, et reproduisant comme une mécanique impitoyable, ou plutôt comme un petit Rolleiflex caché dans la manche, ces aspects étranges de la réalité que la décence conventionnelle du cinéma lui interdit de montrer. Et il est vrai que pour réaliser ce rêve, Orson Welles disposait pour la première fois d'un instrument incomparable. Il utilisa pour Citizen Kane un nouvel appareil permettant de photographier sans mise au point, du gros plan à l'infini, et en même temps un enregistrement sonore reconstituant, avec une perfection inconnue jusqu'ici, les divers étages de la perspective sonore. Ces instruments nouveaux donnent une impression de réalité extraordinaire. Il y a certains moments dans ce film où l'on éprouve autant de surprise que devant la première bande sonore. C'est un monde nouveau qui s'ouvre.